L'Américain Lance Armstrong remporte aujourd'hui son 4e Tour de France consécutif. Il n'est plus qu'à une victoire du record des champions. Après la catastrophe lors d'un meeting aérien en Ukraine qui a causé la mort de 83 personnes hier, le président Leonid Kouchma a limogé le chef d'état-major de l'armée. Fin des JMJ à Toronto, le pape donne rendez-vous aux jeunes chrétiens en 2005 à Cologne. Il entame un voyage de plusieurs jours en Amérique latine. Chanteur capverdien habitant Lisbonne, Tito Paris est en concert. C'est ce soir à Carjac, dans le Lot. Madame, Monsieur, bonsoir. 4e victoire consécutive dans le Tour de France pour l'Américain Lance Armstrong, qui a été félicité par le président des États-Unis, George Bush, pendant la cérémonie sur les Champs-Élysées. Il faut dire que tous les deux sont texans, ils se connaissent depuis longtemps. Lance Armstrong, qui n'est plus qu'à une victoire maintenant du record, 5, détenu par Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Explication Nathanaël Drinxin. Tour après tour, l'ivresse de la victoire gagne Lance Armstrong. Pour le maillot jaune, la dernière étape, c'est l'occasion de remercier ses coéquipiers. Après 3 semaines d'efforts, les coureurs quittent les routes de France et ses millions de spectateurs. Après 15 ans de carrière, Laurent Jalabert quitte la grande boucle au grand désespoir de ses supporters. Jalabert, t'es le meilleur. Arrête pas cyclisme, montagne, Jalabert. Armstrong et Jalabert, cet après-midi sur les Champs-Élysées, leur nom était sur toutes les lèvres. Jalabert rêve d'une dernière victoire sur le Tour. Poussé par le public de la rue de Rivoli, il faut se compagner au peloton. En vain, dans la ligne droite des Champs-Élysées, il se fait rattraper. Moi, je fais un petit tour devant, c'est histoire de marquer le coup, quoi. Voilà, j'étais un peu devant sur les champs et je suis très content d'avoir fait. La tradition est respectée, un sprinter s'impose sur les Champs-Élysées. Robbie McEwen, l'Australien, remporte la plus prestigieuse des étapes, ainsi que le maillot vert. Sur le Tour, les Américains prennent leurs aises. La bannière étoilée triomphe pour la 4e année consécutive. On est vraiment très fiers parce que le cyclisme continue de monter. Dans le public américain, ils apprennent de plus en plus et c'est surtout avec les héros comme Lance Armstrong. Un héros admiré par l'Amérique et félicité ici au téléphone par George W. Bush, le président des États-Unis. Juché sur son podium aux allures de pouponnière, ce soir Jalabert a dit adieu au Tour. Pour Lance Armstrong, en revanche, l'aventure continue. Autre star de ce Tour de France, on le voit, Laurent Jalabert, dont c'était en effet la dernière participation. Dans le cœur des Français, il partage désormais la vedette avec Richard Virenque. Rappel des grands moments de ce Tour de France, Julien Hérisson et Abdel Zouyesh. Ce qu'il y a d'unique chez Lance Armstrong, c'est sa facilité. Il est des hommes plus talentueux que les autres, qui marquent l'histoire de leur sport par leur hégémonie. Armstrong en est un. Même s'il a remporté le prologue et le dernier contre-la-montre du Tour, c'est surtout dans la montagne que l'Américain a imposé sa loi. Intouchable sprinter des pentes, vainqueur à la Mongie, au plateau de Baye. En grand pro, il a donné la leçon. Armstrong est le maître des cols. 4 Tours de France sur les traces de Merckx, d'Anquetil, d'Hinault et d'Indurain. Où s'arrêtera-t-il? De Lance Armstrong à Laurent Jalabert. Jaja pour les intimes, c'est-à-dire pour tous les gens de la route, tant ils en ont fait leur idole. Jalabert qui profite du Tour pour annoncer sa retraite en fin de saison. Pas besoin de garder des forces pour l'an prochain, dit-il avec humour. Alors Jaja attaque tout le temps, partout, un baroud d'honneur, un plaisir certain. Si Jalabert a échoué de peu dans la victoire d'étape, il remporte avec panache le maillot à pois. Au revoir, monsieur Jalabert, sachez-le, vous nous manquerez. De Laurent Jalabert à Richard Virenque, autre bravoure, la conquête du mythe Ventoux. Sur les pentes du Mont Chauve, en baroudeur, en solitaire, Virenque résiste à Armstrong et l'emporte. Le Ventoux a sa légende, Virenque s'y est fait une place. Bien sûr, il y a eu des victoires sans précédent, mais que vaut le sport face à la mort d'un enfant? Mercredi 17 juillet, un véhicule de la caravane heurte un jeune garçon de 7 ans. L'enfant décède. Il s'appelait Melvin. Virenque, Jalabert et la 13e place de David Moncoutier mise à part,
le Tour de France n'a pas vraiment souri aux Français. La poisse, Didier Rousse tombe et abandonne. Et que dire de Christophe Moreau, aime le maudit, qui n'a pas cessé de chuter et qui a fini par craquer. Bien sûr, on s'étonnera que sur l'ensemble du peloton, aucun cas de dopage n'ait été révélé. Mais on préférera garder en tête le sourire de Bogert, les victoires de Bottero, les dauphins Bellocchi et Rumsas, et le roi Lance Armstrong, maître du Tour, seul au monde. Et nous retrouvons Jean-René Godard qui il y a quelques instants interviewé Lance Armstrong à qui il demandait ses impressions. Écoutez. Lance Armstrong, quel est votre bilan à la fin de ce Tour de France 2002? Le bilan, c'est un tour pas facile. Comme tout le monde demandait, c'est facile, c'est pas de problème, c'est pas de crise. C'est crise, mais c'est dur le tour, c'est toujours dur. Mais cette année, l'équipe, toujours avec moi, pas toujours, mais... Quand il le fallait. Oui, beaucoup de temps avec moi dans la montagne. L'année prochaine, 2003, vous allez tenter encore de gagner le Tour de France pour égaler le record des 5 victoires? J'en ai... c'est pas possible pour dire une chose comme ça. Au moins espérer. Non, j'ai parti le Tour de France 2003, en Paris. Les centième Tour de France. Centième édition. Oui, centième édition. Mais c'est impossible pour dire j'ai gagné le Tour de France. Et aussi, je ne voudrais pas pour dire une chose comme ça. Je fais mon maximum. Je fais l'entraînement, je fais le stage, je fais la préparation mentale. Et j'espère. Mais c'est le Tour de France, c'est 3 semaines, c'est beaucoup de choses, de malchance, de malheur, c'est des chutes, et voilà, c'est le Tour. À Moscou, un avion Ilyushin s'est écrasé au décollage. L'appareil, un gros porteur qui peut embarquer jusqu'à 350 personnes, devait effectuer un vol de contrôle technique, à vide ou presque, car il y avait tout de même à bord 16 personnes, pilotes, ingénieurs et personnel de cabine. Il n'y aurait que 2 survivants, 2 hôtesses de l'air, hospitalisées dans un état très grave. L'avion s'est écrasé dans une forêt proche de l'aéroport de Sheremetyevo. Les causes de cet accident sont pour l'instant confuses. L'hypothèse d'une explosion à bord a été démentie par les responsables de l'aéroport. En Ukraine, où hier, lors d'un meeting aérien, un avion de chasse Sukhoi s'est écrasé sur la foule, le président Kuchma vient de limoger le chef d'état-major de l'armée. 4 autres officiers supérieurs des forces aériennes ont été placés en garde à vue. Le dernier bilan fait état d'au moins 83 morts, dont 19 enfants. Il y a aussi 116 blessés, dont 23 grièvement. Demain sera journée de deuil national. Arnaud Miguet. La douleur se lit sur tous les visages. Des dizaines de familles attendent toujours à la sortie de la morgue et des hôpitaux de Vov. Certains accrochés à l'espoir que le nom d'un proche ne figure pas sur la liste des victimes. Seuls 45 corps ont été identifiés sur les 83 morts de la catastrophe aérienne d'hier. Dans les hôpitaux de la ville, 66 personnes sont toujours soignées. Beaucoup sont des enfants. L'explosion m'a projeté en arrière et j'ai roulé sur le sol. L'avion était en vol. Je me suis tournée et j'ai vu comment il est tombé sur les gens. J'ai tout vu. Dans toute l'Ukraine, les drapeaux sont en berne. Et dans cette région de l'Ouest, à majorité catholique, on se retrouve naturellement dans la prière. Pendant ce temps, le président Kuchma, qui a interrompu ses vacances, annonce avec détermination toute une série de mesures. Fin des spectacles aériens, la tête du chef d'état-major de l'armée de l'air est tombée, celle du ministre de la Défense démissionnaire en suspens. 4 officiers supérieurs sont placés en garde à vue, car pour le parquet, le crash du Sukhoi 27 serait dû à des problèmes techniques, ou pire à une négligence. Et 2 pilotes sont visés. Tout le monde veut savoir ici pourquoi un des avions les plus performants au monde a pu s'écraser ainsi dans la foule. Beaucoup veulent savoir si une telle tragédie aurait pu être évitée. Et le pape Jean-Paul II a fait part de sa profonde tristesse et assuré les Ukrainiens de son affection. À Vannes, où se tenait cet après-midi un meeting aérien pour la dernière étape du Tour de France des jeunes pilotes. Les organisateurs ont été particulièrement vigilants sur la sécurité. Des règles très strictes sont imposées dans ce genre de rassemblement. Reportage Olivier Sioux et Sébastien Lambert.
Un passage à 900 km/h, puis un autre et des figures de plus en plus sophistiquées. Au-dessus de l'aérodrome de Vannes, un Mirage 2000 de l'armée de l'air. Au-dessus de l'aérodrome, mais loin de la foule. La catastrophe aérienne en Ukraine est encore dans tous les esprits, mais ici le public est moins inquiet qu'ébloui par les prouesses des pilotes. C'est assez exceptionnel et puis je pense que la sécurité est quand même au top pour des pilotes qui sont des magiciens. Des magiciens pour un spectacle bien rodé, un meeting aérien comme il s'en passe un peu partout dans le pays chaque week-end. La patrouille de France a fait le déplacement. Hier, ils étaient à Clermont-Ferrand, demain ils seront ailleurs, presque la routine. Toute manifestation aérienne est régie par des règles très strictes qui sont une distance par rapport au public et une séparation verticale, c'est-à-dire un plancher minimum. Et ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de dépasser en aucun cas, ce qui fait qu'on a toujours un commissaire, un directeur des vols qui est là pour surveiller que les règles sont bien respectées. Des règles en France aussi précises que contraignantes. 200 mètres de distance minimum entre le public et les avions et une altitude plancher de 100 mètres. Alors bien sûr, mieux vaut parfois venir avec la paire de jumelles. On a demandé aux pilotes un peu, si vous voulez, de calmer un peu leur ardeur. On les a reculés du public. On leur a demandé de faire des choses moins émotionnelles, moins faites d'aviation comme dans le temps où, je dirais, il y avait le côté académie aviateur. Et ces normes nous permettent de parier à tous les cas, si vous voulez, de défaillance mécanique ou de météo, choses comme ça. Des mesures qui n'évitent pas tous les accidents, il y en a d'ailleurs chaque année, même en France, mais qui permettent au moins de protéger le public. François Fillon, le ministre des Affaires sociales, détaille aujourd'hui les mesures qu'il entend proposer la semaine prochaine pour inciter les entreprises à embaucher et pour harmoniser le SMIC. Explication Séverine Lebrun. C'est un signal fort à l'attention des patrons. Le ministre des Affaires sociales, François Fillon, a donné sa priorité, l'allègement des charges patronales dès 2003. Actuellement, 15 milliards d'euros y sont consacrés chaque année. L'enveloppe pourrait monter à 19 milliards d'ici 2 à 3 ans. En contrepartie, le patronat devra accepter l'harmonisation des SMIC par le haut, ainsi que la réouverture de négociations salariales. Double objectif, favoriser le pouvoir d'achat des plus modestes et inciter les entreprises à embaucher. Mais ça, les syndicats n'y croient pas trop. Les patrons embauchent quand ils ont besoin. S'ils ont du travail à faire, alors ils embauchent. Et je dirais qu'il y a un moment où ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, si on les aide, ils anticipent un petit peu. Mais d'une manière générale, pour des emplois durables, des emplois permanents, ils embauchent s'ils ont besoin. L'histoire du niveau de salaire ou l'histoire du niveau des cotisations sociales, c'est une histoire secondaire, c'est de l'idéologie. Autre projet du gouvernement, assouplir les 35 heures en permettant aux patrons de recourir plus facilement aux heures supplémentaires. Tout ce dispositif viendrait s'ajouter au contrat jeune, une nouvelle mesure favorisant l'embauche des 16-22 ans sans qualification. Les emplois jeunes, eux, devraient progressivement disparaître. Pour l'instant, aucune estimation du coût global de ces annonces. Mais le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a déjà donné un avis favorable. Après la visite surprise de Jean-Pierre Raffarin, hier, Nicolas Sarkozy a terminé ce matin son voyage en Corse sur une note plutôt favorable. Le thème du dialogue et de la spécificité corse a été bien accueilli, y compris chez les nationalistes. Arnaud Boutet et Jean-Yves Blanc sont allés demander aux Corses quel regard ils avaient porté sur cette démarche. Il y a quelques mois encore, Robert Colonna d'Istria critiquait le processus de Matignon. Aujourd'hui, le projet Sarkozy ressemble en partie à celui du gouvernement précédent. Mais cet historien y voit une grande différence dans la méthode et il la juge primordiale. On aborde les problèmes, me semble-t-il, avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de modestie, sans a priori idéologique. Et je crois que c'était un petit peu l'inverse, me semble-t-il, dans le processus de Matignon. Après la visite d'hier, impromptue mais finement préparée, voici donc le top départ de la grande décentralisation. Les Corses, précurseurs, disent tant mieux. C'est le cas de Gabriel Xavier Cuglioli. Ancien nationaliste, il observe depuis 20 ans les différentes réformes. Et pour que celles-ci réussissent, il réclame un référendum local. Il faut que la Corse se prenne en main, il faut qu'elle devienne économiquement efficace. Or, moi, ce que je crains, c'est que si les Corses ne sont pas impliqués eux-mêmes, on retombera dans l'ancien système qui va générer exactement les mêmes mécontentements et la violence recommencera inévitablement. Par contre, si vous demandez aux Corses de ratifier à chaque fois, alors là, tout le monde se sentira impliqué. La loi constitutionnelle est prévue début 2003. Le gouvernement débloque un vaste plan d'investissement. Mais on rencontre aussi quelques déçus. Samedi, Nicolas Sarkozy n'a pas rencontré la Ligue des droits de l'homme.
Son président voulait notamment évoquer un autre problème devenu la revendication des nationalistes. Il s'agit du regroupement des prisonniers corses. Le droit à la famille ne doit pas être atteint lorsqu'une personne est incarcérée. L'éloignement carcéral est une atteinte au droit à la famille, par exemple. Dans l'ensemble, la réponse des Corses ressemble à un feu vert donné au gouvernement. Rendez-vous donc à la rentrée. En attendant, les vacances continuent. Et ce soir, Nicolas Sarkozy s'est rendu à l'hôpital Lariboisière à Paris pour saluer la jeune gardienne de la paix agressée mercredi à Pantin. Âgée de 25 ans, elle souffre de 3 fractures au visage et doit garder la mâchoire bloquée pendant au moins 6 semaines. Après la tentative d'attentat contre Jacques Chirac le 14 juillet dernier par un militant d'extrême droite, Maxime Brunery, le ministère de l'Intérieur a lancé une procédure pour interdire le groupuscule Unité Radicale auquel appartenait le jeune homme. Né de la scission du Front National, Unité Radicale, proche des maigretistes, rassemble les ultras de l'extrême droite. Frédéric Rota. Au ministère de l'Intérieur, la procédure est déjà lancée. Unité Radicale, le mouvement auquel appartenait Maxime Brunery, l'homme qui a tiré sur le président de la République, devra disparaître. Mais au-delà de l'aspect symbolique de cette mesure, sera-t-elle vraiment efficace? Unité Radicale n'a pas d'existence légale et ses membres sont issus pour partie du GUD, une organisation déjà dissoute dans le passé, mais dont l'emblème apparaît toujours dans les défilés. La disparition d'Unité Radicale, ce groupuscule inspiré des thèses néo-nazis, satisfait de nombreuses associations, mais d'autres l'estiment insuffisante, car les thèses extrémistes de ce mouvement sont diffusées sur Internet. C'est important que ces partis n'existent plus dans les universités, n'existent plus sur Internet. C'est important que ces messages de haine ne puissent plus être diffusés par quelque moyen que ce soit. Sur le net d'ailleurs, le message est clairement provocateur. Les responsables d'Unité Radicale envisagent de rentrer dans la légalité, mais avec le même discours. C'est une obligation aussi pour nous à devenir plus performants, plus efficaces et donc à monter une structure légale qui soit acceptée par le système dans ses statuts, mais qui nous permette évidemment de continuer exactement le même combat que celui que nous menions auparavant. Dans le passé déjà, des organisations d'extrême droite comme Ordre Nouveau ou les FAN avaient été dissoutes, mais en vain. Leurs leaders et leurs militants ont toujours réussi à changer d'appellation, mais jamais de combat. Et puis, de nouvelles mesures de sécurité sont à l'étude pour assurer la protection du président de la République. Dans une note transmise au Premier ministre, Nicolas Sarkozy propose d'appliquer les techniques de l'antiterrorisme pour protéger le chef de l'État. Explication Thomas Dandois. Jacques Chirac, exposé au regard de la foule, c'était peut-être la dernière fois ce 14 juillet. L'affaire Maxime Brunery l'a mis en évidence. Lors du défilé, le président est particulièrement vulnérable. Cette semaine, Nicolas Sarkozy a donc remis une note au Premier ministre. Il s'agit d'une liste de propositions visant à renforcer la protection rapprochée du chef de l'État. D'abord, le cortège. 2 files de cavaliers de la garde républicaine viendraient encadrer le 4x4 présidentiel. Un véhicule blindé supplémentaire suivrait juste derrière. Objectif, constituer un rideau de protection, mettant ainsi le président hors de portée d'un tireur embusqué dans la foule. Autre proposition, doubler le service de jalonnement d'honneur, ces 890 policiers, ici, à droite et à gauche de l'image. Ils sont répartis tous les 10 mètres et font face au défilé. Ils pourraient être secondés désormais par des agents postés, eux, face à la foule. La note propose enfin d'augmenter le nombre de tireurs d'élite et les équipes chargées de repérer les paquets suspects. Question, quel serait le coût d'un tel dispositif? Ça, la note ne le précise pas. Pas de vacances pour les forces de l'ordre pendant les vacances. Dans les stations balnéaires, il faut faire face à l'afflux de touristes. Exemple au Cap Ferret où gendarmes et policiers municipaux patrouillent ensemble. Fanny Auvergne, Christian Gallet les ont suivis pendant toute une nuit. Pour la première intervention de la nuit, pas besoin d'avoir l'adresse. La police n'a qu'à se repérer au bruit. À minuit, les voisins excédés ont appelé les forces de l'ordre. Au Cap Ferret, gendarmerie et police municipale travaillent ensemble toutes les nuits. Jeunes, là, vous ramassez la bouteille. Leur mission, garantir la sérénité des vacanciers. Ici, au hit parade des infractions, c'est le tapage nocturne qui arrive en tête, talonné de près par les problèmes d'ivresse publique. C'est vous le conducteur? Ce jeune homme, titubé au bord de la route, près de sa voiture. Pour lui, l'alcotest est positif, mais pas de PV à condition qu'il laisse le volant à son passager, moins éméché.
On essaye de concilier les choses. Les gens sont en vacances, on essaye de faire cesser l'infraction à la base. Les tapages nocturnes, on les fait cesser. Les gens qui conduisent en ayant trop bu, on les fait passer en passager et faire prendre le volant à quelqu'un qui n'a pas bu. Pour éviter ce genre de problème, certains vacanciers préfèrent emprunter le bus de nuit gratuit. Mais à l'intérieur, tolérance zéro, pas d'alcool et on ne discute pas. D'accord? On est clair sur ce sujet? D'accord? Je vous avertis, s'il y a le moindre problème, nous on vient, on vous sort du bus. Moi j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus irrespectueux, donc c'est un petit peu difficile. Mais bon, malgré tout, ça reste quelques railleries, c'est plutôt bon enfant quand même. En 3 ans d'existence, ce dispositif a fait ses preuves. Certains délits spécifiques aux périodes estivales, comme les vols de 2 roues, ont pratiquement disparu. Inconscience et imprudence dans le Maine-et-Loire. Une Renault Espace avec à son bord 13 personnes, dont 9 enfants, a manqué un virage et versé dans le fossé. Un enfant de 4 ans a trouvé la mort. Il y aurait 10 blessés graves. Cet accident s'est produit vers 20 h hier soir alors que les occupants de familles rentraient chez eux. Je rappelle qu'il y avait 13 personnes à bord. À Toronto cet après-midi, des dizaines de milliers de pèlerins ont suivi la messe sous des trompes d'eau. À l'abri dans sa papamobile, le souverain pontife a été accueilli avec enthousiasme par les pèlerins. Le pape quittera lundi le Canada pour un voyage de 4 jours en Amérique latine. Reportage Isabelle Stess et Dominique Merlin. Ce sont des milliers de parapluies qui accueillent Jean-Paul II. Sous une pluie battante, le pape s'avance pour une dernière rencontre à Toronto avec les jeunes qui ont veillé ici toute la nuit, dans l'attente de la grande messe, le couronnement de leur journée mondiale. Encadré par 5 jeunes représentant les continents, le pape entre en scène pour le dernier acte. Après la pluie, le vent, à tous ces jeunes, Jean-Paul II offre l'avenir du monde. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de ça. Il nous a répété plusieurs fois que nous étions le sel de la terre et la lumière du monde. On ressent vraiment le besoin de porter ça en notre cœur et de le répandre quand on revient en France chez nous. Et si Jean-Paul II évoque gravement la honte causée par les prêtres pédophiles, il plaisante aussi en anglais sur son âge. 82-83 ans, c'est pas 22-23. Il est encore capable d'assurer ses fonctions. Et je crois que quand on entend l'homélie d'hier soir et celle qu'on est en train d'entendre en ce moment, on n'en doute plus. Malgré l'âge, la maladie, Jean-Paul II reste le maître à penser de la jeune génération catholique qui n'a connu qu'un pape. C'est à Cologne, en 2005, qu'auront lieu les prochaines JMJ. Au moment où l'on spécule sur la fin d'un règne, ces 17e journées mondiales ont montré une nouvelle fois que Jean-Paul II ne manque pas de ressources au contact de la jeunesse. Et c'est même revigoré que dès demain, le pape continue son chemin vers le Guatemala, puis le Mexique. Au Caire, le nouveau procès de 50 Égyptiens accusés d'homosexualité a tourné court hier. Le juge a décidé de reporter l'audience. Le président Hosni Moubarak avait cassé le jugement précédent. Explication Bernard Lebrun. C'est ce qui s'appelle brasser de l'air. Problème, comment faire oublier une image médiévale d'intolérance contre les homosexuels tout en les rejugeant pour les acquitter sans fâcher les islamistes. Fini la cour de sûreté de l'État, on repart à zéro en correctionnel. Cette fois la cage est humaine mais vide. Les prévenus sont tous libres, sauf 2. Et la chasse aux caméras est ouverte. 10 minutes après l'appel des avocats, l'audience est suspendue. Le temps des questions qui fâchent est venu. Irrégularités, rapports médicaux hasardeux, erreurs de procédure. La défense réclame les responsables à la barre des témoins. Il a suspendu la séance parce que nous avons demandé la comparution du médecin légiste, des officiers de police, du directeur du bateau boîte de nuit. S'il refuse, la parole est à la défense. Au pied des marches, un inculpé se cache. Il vient de faire 1 an de prison. Condamné l'hiver dernier pour débauche entre adultes. Quelle est la condition des homosexuels dans la société égyptienne? Comme tu vois, je ne sais pas. Parce que dans notre pays, c'est illégal. Je vais te dire ce que c'est l'homosexualité en Égypte. On te prend dans la rue, on t'accuse de mépris de la religion, et après, on te condamne pour débauche.
Reprise de l'audience, monsieur le juge a tranché. Non, le médecin et le docteur ne viendront pas, mais divine surprise, les très zélés fonctionnaires de police, eux, sont convoqués à la barre pour le 7 septembre, date du renvoi. 45 minutes d'embarras, ralasse, c'est fini, a dit le juge en soupirant. Fini le temps des homosexuels en cage, livrés en pâture aux caméras. Un an après, l'effet 11 septembre est aussi passé par là. Et il n'est plus du tout urgent de satisfaire les fondamentalistes islamistes. En Israël, des colons juifs ont tué une adolescente palestinienne de 14 ans en attaquant des maisons à Hébron. Ils ont en effet tiré sur des maisons de la vieille ville après les funérailles d'un soldat israélien tué dans une embuscade. Le nombre de personnes mortes depuis le début de l'intifada de décembre 2000 est de 1960 Palestiniens et 581 Israéliens. Très forte chaleur aujourd'hui en France et tout particulièrement à Paris. Les 34 degrés ont été dépassés. Conséquence, la pollution pourrait être forte à nouveau demain. Le stationnement résidentiel sera gratuit pour inciter les Parisiens à emprunter les transports en commun. Aujourd'hui, ils pensaient surtout détente et chaleur. Reportage Laura Katiowski et Laurent Siron. 34 degrés à l'ombre d'un dimanche. Paris plonge dans les vacances. Alors forcément, on pense eau et l'on oublie de penser air. Et pourtant, depuis 2 jours, les risques de pollution augmentent avec la chaleur et les automobilistes parisiens sont priés de lever le pied. Sur le périphérique, par exemple, la vitesse autorisée baisse de 20 km/h, en théorie. Ah, je savais pas. J'ai pas écouté la radio, j'écoutais la... Vous auriez respecté? J'aurais ralenti sûrement, oui. 60 km/h sur le périph'. Ça va être dur. Est-ce que vous saviez que la vitesse était limitée à 20 km en dessous du maximum aujourd'hui? Non. À cause de la pollution. On aurait dû prendre les vélos, je te l'avais dit. Bah oui. Le vélo ou tout autre moyen de transport écolo. Et pour les plus fragiles, il est même conseillé de rester chez soi. Moi, je supporte bien. Hein. C'est un peu imprudent. Hein. Parce que à cause de mon cœur, je m'en fiche. On aura le temps d'avoir froid cet hiver. Hein. Pour en profiter en toute sécurité, d'autres ont préféré fuir le bitume. À Paris, on ne peut pas rester avec les enfants, il y a trop de pollution. Et puis là, on est bien. La verdure, puis on va leur mettre une petite piscine et ils vont s'amuser. Voilà. En attendant, pour trouver un peu plus d'oxygène, vous pouvez toujours prendre un peu de hauteur. Très chic et très tendance, la régate de Toffinou, un bateau créé en 1928 pour tirer des bords autour de l'île de Ré. Aujourd'hui, ces bateaux sont à nouveau construits sur un modèle d'époque. À Ars-en-Ré se sont retrouvés une trentaine de régatiers pour une compétition entre amis. Christophe de Valembras et Alain Darégrand. Voilier d'un autre temps. Le ballet des Toffinou quittant le fier d'Ars. Ils vont régater au large de l'île de Ré. C'est la Blue Wind Cup. Le Toffinou, c'est l'enfant du pays. Il a été créé dans un chantier de Lille à un seul exemplaire en 1928. Et puis il y a une quinzaine d'années, le chantier a relancé le Toffinou, version moderne, pour le charme de l'élégance. Il est superbe. Les années 30, c'est une reproduction fidèle des bateaux qui se faisaient à cette époque-là. Et voilà, et on est un peu jaloux de cette époque, et on veut en faire autant. C'est pour ça qu'il a tant de succès, il est beau. C'est un bateau pour régater dans Ars-en-Ré. C'est pas pour aller au Cap Horn. Hein. Un bateau pour se faire plaisir avant tout. Entre les manches de la régate, pause déjeuner, c'est marée basse. Un banc de sable apparaît en mer, les Toffinou vont s'y échouer délicatement. Détente et convivialité autour du buffet d'huîtres. Ça fait partie des charmes du Toffinou, ces petites pauses entre les manches? Plus que le charme, ça fait partie du folklore, tout à fait. C'est prévu de naviguer et de la convivialité. Chaque année, on mange nos huîtres ici. Vous en voulez? Bon, il y a les huîtres, mais il y a aussi la course. Le vent a forci, la convivialité fait place à l'esprit sportif du Toffinou. 150 Toffinou naviguent en France et à l'étranger. Environ 45 000 € pour s'offrir l'élégance. Mais pour Nono, leur était pure souche. Gagner une manche sur un Toffinou, le bateau passion de l'île de Ré, ça n'a pas de prix. Tout aussi chic et tout aussi cher, la parade des voitures anciennes datant d'au moins 37 ans, c'était aujourd'hui à Mulhouse, où quelques 900 véhicules étaient présentés, dont une 2 Dion Bouton de 1899, la plus ancienne voiture française. Christophe Nédart et Cécile Thuillier ont rencontré l'un de ces collectionneurs.
Il les bichonne avec amour, à la recherche de la moindre poussière, de la moindre imperfection. Tous les jours ou presque, Michel s'occupe de ses voitures de collection en vrai passionné. Pas mal d'heures en entretien et puis en nettoyage, en briquage, parce qu'il faut qu'elle soit top et puis surtout qu'elle se conserve bien, quoi. Parce que sinon elle rouille. Sa première voiture de collection, Michel l'a achetée il y a 12 ans. Aujourd'hui, il en possède 6. 2 Mercedes, 2 MG, une Talbot et une Bucher du début du siècle. Conduire ces vieux bolides demande des heures de rodage et beaucoup de connaissances techniques. Un vrai voyage dans le temps pour ce Belfortin. Il faut conduire comme on conduisait dans les années 50-60. Donc, chaque fois que je prends une de mes voitures anciennes, je dirais que ça me rajeunit en quelque part. Plaisir de les conduire, mais aussi plaisir de les montrer. Auprès du public, le succès est garanti. Je trouve que ça c'est comme un bijou pour une femme. Les vieilles voitures ont du caractère, une vraie personnalité. Elles sont plus belles. C'est important pour le public qui, au fil des années, se remémore ou découvre pour les plus jeunes ce qui se pouvait se fabriquer au début du siècle. Michel espère maintenant passer le volant à l'un de ses fils pour que d'autres, après lui, profitent de cette belle collection de voitures anciennes. Michael Schumacher a remporté aujourd'hui devant son public en Allemagne le Grand Prix d'Hockenheim. Une victoire qui vient couronner son 5e titre de champion du monde obtenu il y a une semaine. C'est sa première victoire en Allemagne depuis qu'il court pour Ferrari. Les spectateurs allemands lui ont réservé une véritable ovation, bien sûr. Le championnat du monde d'athlétisme handisport s'est terminé aujourd'hui à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Les Français ont remporté 27 médailles, dont 8 en or. La France occupe le 8e rang au classement général. Compte rendu Christophe Duchiron et Frédéric Bazille. Des sportifs comme les autres, avec des moyens physiques différents, tout simplement. Car si le sport consiste à aller au bout de soi-même, alors ce sont des athlètes. Si le sport c'est essayer d'aller plus vite, plus haut, plus fort, alors ce sont des athlètes. Et si le sport c'est courir, sprinter, sauter, lancer, alors qui sont-ils sinon des athlètes de haut niveau? Personne ne prétendra le contraire, certainement pas le public, venu supporter en nombre les rois de la piste et les champions de concours. C'est un autre regard sur le handicap et un autre regard sur le handisport, à savoir que maintenant on va peut-être regarder les personnes handicapées qui font du sport comme des sportifs avant tout. Ses copains l'appellent Nounours, et pour ses adversaires, c'est bonne nuit les petits. Thierry Sibonne, un peu de mal à tenir sur ses jambes, mais sinon pour le reste, triple médaille d'or au lancer, poids, disque et javelot. 2 médailles d'or en fauteuil pour Pierre Fairbank sur 400 et 800 mètres. 2 médailles d'or pour Stéphane Bozzolo en longueur et au pentathlon. L'or est le record du monde pour les relayeurs du 4x400 mètres. Au total, 27 médailles pour la France, c'est 3 de mieux qu'à Sydney. Un succès exemplaire. D'après les échos que j'ai, de partout maintenant, eh bien, les gens parlent de Villeneuve-d'Ascq parce que de ce qui s'est passé ici. Espérons qu'à la rentrée, on les retrouvera dans nos 500 clubs. L'Américain Marlon Shirley, grande vedette de la semaine. Avec une prothèse, en 11 secondes et 8 centièmes, il bat le record du monde du 100 mètres. Et avec ses copains du relais, il bat le record du 4 x 100 mètres. Un sublime athlète. Moins connu que son maître Édouard Manet et ses amis Monet, Degas, Renoir, Berthe Morisot n'en est pas moins une artiste majeure de l'impressionnisme. Amie, muse et modèle de son beau-frère, Berthe Morisot a peint des scènes de la vie quotidienne. Une 50aine de tableaux, dessins et gravures sont présentés tout l'été à Martigny, dans le Valais suisse. Reportage Georges Bégou et Bernard Puissesseau. Berthe Morisot aurait aimé le cadre champêtre de la Fondation Gianada qui expose à Martigny 150 de ses œuvres. Le moindre étang, où s'ébrouent les oies et les canards, est pour elle un sujet d'émotion. Elle traite la peinture à l'huile, on le voit à sa touche, avec autant de légèreté, d'énergie, de virtuosité qu'une aquarelle ou un pastel. La postérité ne lui a pas encore accordé la notoriété qu'elle mérite, parce que la plus grande partie de son œuvre est restée dans sa famille. Élève, mais aussi modèle d'Édouard Manet, qui fit de nombreux portraits d'elle, et dont elle épousera le frère Eugène, Berthe Morisot est une grande bourgeoise en révolte, comme ses amis Monet et Renoir, contre la peinture académique de son temps. Comme
ses amis impressionnistes, elle peint des natures mortes, elle peint des paysages, elle peint des portraits, des scènes de bal, des scènes de toilette. Mais elle a une spécificité, c'est de peindre l'intimité de la vie familiale et de la vie intérieure. Ce tableau l'illustre parfaitement, avec une modernité du sujet, une modernité du cadrage et une modernité de la touche. La vie quotidienne, les gestes simples l'inspirent. On dira d'elle qu'elle représente l'impressionnisme au féminin. La lecture, la toilette, la maternité sont autant d'occasions pour elle d'offrir aux spectateurs des œuvres touchantes. Il faut visiter cette exposition comme un jardin où les tableaux fleurissent, reflétant le bonheur de vivre à la campagne comme à Paris. Tito Paris, musicien capverdien comme la célèbre chanteuse Césaria Évora, vit aujourd'hui au Portugal. Compositeur, chanteur et guitariste, il sera ce soir en concert à Carjac dans le Lot. Christophe Hérault et Gilles Jacquier l'ont rencontré dans la capitale portugaise où il parle de sa musique et de ses rêves. Il est venu du Cap-Vert, ces îles à la fois si proches et si éloignées du Portugal. Tito Paris, fils de marin au long cours, connaît trop bien la nostalgie des voyageurs de la mer. La mer m'inspire beaucoup. Le son, la couleur aussi. Quand je regarde la ligne d'horizon à travers elle, je voyage n'importe où, en restant assis ici. Tito a posé ses bagages sur les quais de Lisbonne. Et lui qui, enfant, chantait dans les cabarets de São Vicente, a métissé sa musique. Les blues capverdiens se sont teintés avec les bruits des ruelles escarpées de Lisbonne. J'ai toujours chanté en créole. C'est ma langue maternelle, celle que je connais le mieux. C'est vrai que je chante aussi en portugais, c'est ma façon d'apporter mon message de là-bas vers ici, pour les autres créoles du monde. Tito Paris distille la saudade, ce mal du pays des Capverdiens, mais il n'est pas peu fier de son minuscule archipel. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu es tellement doué que tu aurais dû naître aux États-Unis. » Mais heureusement, je suis capverdien. Autre genre de musique, le groupe punk Sex Pistols s'est retrouvé le temps d'un concert pour le Crystal Palace hier, 25 ans après avoir fait scandale avec un tube anti-monarchiste. Lors du jubilé de la reine en 1977, les 4 musiciens ont redonné vie au groupe punk le plus célèbre. Vous le voyez lors de leur répétition. Après le décès de Sid Vicious en 1979 d'une overdose d'héroïne, le groupe s'était séparé. Ils se sont assagis, même si, vous l'avez vu, Johnny Rotten garde une très jolie coupe de cheveux en couleur. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, le temps retrouvé d'après Marcel Proust avec Catherine Deneuve, John Malkovich et Emmanuel Béard. 23h40, le dernier journal Ève Mété. Demain, 7h40 dans les 4 vérités. Christian-Marie Menot reçoit Françoise Grostet, députée européenne. 13h, le journal Laurence Ostolaza. 20h, Antoine Cormery. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir.